Bonjour Twitch, bonjour YouTube, bienvenue sur ce live histoire, où cette fois-ci nous allons recevoir Monsieur Iriki pour la présentation du sujet suivant, à savoir... Ça y est, je suis en train de rechercher, parce que le titre est un peu longué. Ah oui. Alors le titre pour t'expliquer, c'est que je vais potentiellement l'utiliser dans des classes, donc c'est pour ça qu'il est en Corse. D'accord. Donc Corse et Méditerranée occidentale au Moyen-Âge. Déjà, Monsieur Iriki, est-ce que tu peux te présenter succinctement pourquoi abordes-tu ce thème-là pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui a fait que tu t'es renseigné là-dessus qu'est-ce qui fait que tu peux t'exprimer là-dessus, etc. etc. Alors pourquoi je vous parle ce soir de ce sujet, c'est qu'en fait, bon, tout d'abord, je ne suis pas historien, je n'ai eu aucune formation en ce sens, mais je suis passionné d'histoire, un peu comme j'imagine toi et beaucoup d'entre nous ce soir. Depuis quelques années, je me suis lancé dans un projet de reconstitution historique, parce qu'en Corse actuellement, il n'y a pas d'association qui fait de la reconstitution historique sur le Moyen-Âge. Initialement, je me destinais peut-être à faire de l'Antiquité, mais on le verra, niveau source, que ce soit l'Antiquité ou le Moyen-Âge, chez nous, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je me suis principalement dirigé vers la période de la fin du Moyen-Âge, qui est liée à une partie du sujet de ce soir, qui est en fait la lutte entre Gênes et l'Aragon pour le contrôle de l'île. Voilà, donc ça m'a permis de faire quelques recherches sur ce sujet avec de la bibliographie que justement je vais vous présenter sous peu après. Donc moi j'ai même prévu un petit avant-propos sur la chose. Donc je vais essayer de vous faire une présentation non exhaustive, parce que bien sûr, parler du Moyen-Âge entier, que ce soit en Méditerranée occidentale et alors en Corse, c'est quasi impossible. Et en fait, donc je vais surtout essayer de faire un peu un état des lieux général. Je vais alterner entre les noms en Corse, les noms en italien et les noms français pour différents lieux, et j'essaierai à chaque fois de les replacer dans leur contexte. Aussi, alors comme d'habitude, je crois qu'il y a... J'ai prévu un temps de questions-réponses avec le chat à la fin. Donc on verra comment tu veux l'organiser, que tu veux qu'on le fasse après chaque période ou vraiment à la fin de la soirée, mais ça tu me diras. Donc ensuite, toute la biographie, je te l'ai normalement transmise, donc tu pourras même la mettre en lien dans la vidéo YouTube. Vous le trouverez dans le lien de la description YouTube, on va pas commencer à citer tous les bouquins là devant vos yeux ébahis. C'est ça. Alors, je vais juste en présenter quelques-uns qui peuvent même être intéressants pour éventuellement une introduction au sujet, si ça vous intéresse à partir de ce soir, et même vérifier éventuellement mes dires. Aussi, et là, je me permets d'utiliser mon droit de citation pour toutes les cartes et les illustrations que je vais utiliser ce soir. J'ai essayé le plus possible de les sourcer et de les illustrer, mais sinon, voilà, je me garde ce principe de droit à la citation. Et je pars bien sûr aussi du principe que vous connaissez un peu qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge. Donc je vais potentiellement m'arrêter sur certains termes pour les expliquer, mais je vais pas pouvoir faire une présentation complète du Moyen-Âge ce soir. Oui, voilà. Donc voilà. C'est pas la thématique, effectivement, de présenter le Moyen-Âge. Ok. Je vais au premier slide, du coup, avec le sommaire, afin que tu puisses enchaîner. C'est ça. Alors, tu peux passer, donc même, alors que ce soit la diapositive 3, donc qui résume un peu ce que je dis. Donc le sommaire, donc c'est le sommaire de ce soir, si on a le temps, ou du moins de nos soirées ensemble pour ces vidéos d'histoire. Donc il y a l'avant-propos et la bibliographie qu'on va voir juste après. La source, parce que c'est très important bien sûr qu'en histoire et en reconstitution historique on parle de source. Donc je présenterai un peu quel est ce chroniqueur Giovanni della Grossa. Et les trois, j'ai arbitrairement fait trois parties en fait, on va dire 11e, début 13e siècle en Corse, le 13e siècle parce qu'il se passe énormément de choses, surtout même aussi à l'échelle méditerranéenne, et aussi le fin 13e, 14e, sachant que si voilà, un jour peut-être, éventuellement, je pourrais même faire une présentation sur ce qui se passe durant le 15e siècle. Ok. Voilà. Alors, donc, je vais vous faire une petite présentation de la biographie. Alors, à savoir que j'ai le retour du Twitch juste pour voir à peu près éventuellement où tu en es, mais même s'il y a un peu de sens. C'est ça. Donc alors, sur la bibliographie, donc j'ai normalement mis 4 illustrations de livres. Donc tu peux passer à la diapositive 4. C'est juste celle après normalement pour la bibliographie. Normalement, les diapositives, je les ai numérotées, donc ça pourra t'aider tout à l'heure au fil de la présentation. Voilà. Donc l'avant-propos et bibliographie, donc les 4 illustrations les 4 captures des livres, histoire de les présenter rapidement
que ce soit même pour vous pouvez vérifier mes dires, mais aussi si éventuellement le sujet vous intéresse. Donc le premier livre, toi, il va éventuellement te parler parce qu'en fait, il fait partie de la collection des mondes anciens. Donc c'est le livre sur l'Occident médiéval qui a été fait par Joël Chandelier. Donc c'est un plutôt gros livre, mais qui présente de manière assez large les quand même 1000 ans du Moyen Âge. Donc justement, il y a c'est pour, je le mets en première source parce qu'en fait, il va bien sûr durant cette présentation avoir des choses qui seront évoquées dans le livre. En fait. Alors le deuxième, pour là rentrer vraiment dans la spécificité de la bibliographie sur le sujet de la Corse, donc c'est Philippe Colombagne, Héros corse du Moyen Âge. C'est un livre qui date du début des années 2010 même exactement, je crois, qui vient de l'éditeur Albiane. Un éditeur insulaire. Alors Philippe Colombagne, c'est un professeur d'histoire-géographie qui a fait une thèse sur le sujet justement de la Corse, qui est le troisième livre que je parlerai juste après. Sachant que le Héros corse du Moyen-Âge, c'est un petit livre qui fait moins de 200 pages et qui présente différentes personnages de cette époque médiévale, donc qui m'a permis un peu de synthétiser certains des propos que je vais dire ce soir. Donc si même vous, le sujet vous intéresse, il n'est pas très cher, et je crois à peu près une quinzaine d'euros. Donc voilà, il met un peu un état des lieux général. Alors, il est de 2010. Car en fait, le troisième livre que vous avez, donc c'est Les Corses et la couronne d'Aragon, fin 13e, milieu 15e siècle, projet politique et affrontement des légitimités, toujours de Philippe Colombagne. En fait, c'est son livre qui découle de sa thèse, qui a du même titre que le livre en fait. Alors lui, c'est un plus gros pavé, donc ça c'est vraiment si vous êtes très intéressé par le sujet. Pendant quelques temps, il était en rupture de stock, mais là il a été réimprimé, donc même si vous pouvez vous l'acquérir si vous souhaitez. Et donc lui, il parle vraiment de tout l'aspect géopolitique qu'il y a, on va dire, pour la lutte de l'Aragon et ses revendications sur la Corse face à la République de Gênes, chose que je présenterai au cours de la soirée. Et le dernier livre, il a été fait par, c'est Madame Vanina Marc, Van Collert et Monsieur Jean-André Cancelliere, si je dis pas de bêtises, je me rappelle bien. Donc c'est deux universitaires qui travaillent à l'université de Corse, donc deux médiévistes, et qui ont fait un livre au début des années 2020, donc qui s'appelle Les lieux de mémoire de la Corse médiévale, et qui lui est un plutôt beau livre avec plein de photos, d'illustrations, que ce soit de manuscrits, de cartes anciennes et aussi de cartes de lieux actuels. Car je vais vous présenter, en fait, malheureusement pour nous en Corse, il y a très peu de restes archéologiques et de vestiges. J'en présenterai quelques-uns, mais c'est sûr que comparé au continent, il y a pas photo. Et on le verra même au niveau des sources que j'évoquerai juste après. Donc lui, il peut être intéressant. Alors, j'attends, je vais passer sur la 4G peut-être, parce que ce sera mieux. Okay. Alors donc, Adichat nous précise que sa thèse est dispo en ligne de manière gratuite, si jamais, alors il a voulu mettre le lien, oui. Tu m'enverras le lien en privé, Adichat, ouais. Et je le republierai. Ouais, c'est ça. Il y a sa thèse qui est une partie de la thèse. Alors, je me rappelle plus si toute sa thèse est disponible ou juste une partie. Mais en tout cas, oui, il y a sa thèse. De même qu'il y a, il y a d'autres sources comme j'ai dit, je te donnerai tout à l'heure pour mettre un lien dans la vidéo. Donc, on peut passer à l'autre diapositive. Donc, ça, c'est la diapositive sur les sources avec la chronique de Giovanni Della Grossa. Tu peux juste me confirmer que tu es bien dessus. Ok, parfait. Donc alors, il faut savoir qu'en fait, la chronique de Giovanni Della Grossa, alors le village de la Grossa, il est dans le sud. Alors je vous ai mis une carte à droite, donc c'est la carte de la Corse avec ses micro-régions. Donc il y a le Cap Corse, la Castagnice, il y a par exemple tout au sud le Fret, où est l'Alta Rocca. Et alors par exemple, Grossa, le village de Giovanni, il se trouve entre l'Alta Rocca et le Fret. Donc en fait, vers on va dire, la partie occidentale de l'île. Donc, lui, c'est un chroniqueur qui a vécu donc justement de 1388 à, on estime, 1464, parce qu'à partir... En fait, c'est un notaire, c'est un administrateur, et il a été, durant toute sa vie, un acteur de la politique de son époque. Ok. Et en fait, c'est la seule source. On est à la fin du Moyen-Âge, donc on est toute fin du Moyen-Âge, c'est la seule source qu'on ait écrite, locale, de l'histoire médiévale en Corse. Tout a été perdu. Il n'y a rien d'autre. Les archives seigneuriales, les archives des monastères, des abbayes, des bourgs, même pour les cités que je présenterai après de Calvi et de Bonifacio, tout a été perdu. Donc en fait, sur les 1000 ans du Moyen-Âge, on est sur le dernier siècle, on a la trace de la chronique de Giovanni Della Grossa. En fait, alors lui, il relate une histoire
plus ou moins légendaire, j'en parlerai après, de l'époque de la Corse, de la chute de l'Empire romain d'Occident, jusqu'à, on pense, sa mort. En fait, c'est la date de la fin de sa chronique qui est datée de 1464. D'accord. Alors, lui, il a des biais, comme tous les chroniqueurs de l'époque. Bien sûr. On va dire, on n'est pas dans les historiens encore d'aujourd'hui, même si on peut dire que des fois certains historiens peuvent éventuellement avoir des biais, mais là je ne rentrerai pas dans le débat. En fait, mais il est assez, on va dire, honnête sur ses biais. En fait, il prône déjà la nécessité de ce qu'on appelle durant l'époque médiévale en Italie particulièrement le buon governo, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le principe de justice, d'égalité, d'équité, de ce genre de choses, en fait, qui est souvent, on va dire, prôné par les cités-États italiennes. Oui, parce que mais par contre, lui, quelque part, il a peut-être un petit peu d'avance en même temps, parce que son buon governo, du coup, si je comprends bien, c'est des conseils, ou du moins une réflexion poussée sur la manière de gouverner, et quelque part, si on regarde, Machiavel, lui, il a sorti... Le siècle suivant, je dis pas de bêtises, Machiavel, ou à la fin de son siècle. Donc c'est vraiment une thématique qui va quelque part commencer à intéresser vraiment les auteurs de cette époque. En fait, c'est même encore antérieur à Giovanni della Grosse. C'est dès le Trecento, donc le Trecento, c'est les années 1300. Il y a des fresques, il y a des travaux sur ce chose. Par exemple, le célèbre conteur Dante Alighieri, qui justement, lui, a défini l'italien, l'occitan et le langue d'oïl, en fait, qui a fait plus ou moins un grand poète de son époque, qui a fait par exemple la Divine Comédie. Et justement, dès les années, qu'il est de l'époque de 1250 à peu près, alors je fais des gros guillemets bien sûr, sur la période de Dante Alighieri, en fait, dès cette période-là, il y a déjà cette recherche du buon governo. En fait, c'est toute la fin, à partir, on va dire, du XIe siècle jusqu'à la fin, et ensuite on pourrait dire même encore plus tard jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a cette recherche de bonne gouvernance, pardon. En fait, et lui, alors, la problématique qu'il y a en Corse, c'est que, en fait, lui, Giovanni della Grossa, pour revenir dessus sur lui, il veut placer cette bonne gouvernance sous l'égide d'un pouvoir royal, en fait. Car en fait, selon lui, un roi permet de juguler et de canaliser la noblesse locale. Parce qu'en fait, le problème de la noblesse, que c'était partout en Occident, et même ailleurs, Ah, on l'a reperdu. Je pense que ce qui va s'apprêter à nous dire, c'est que... Ah, voilà, on t'avait perdu temporairement. Je suppose qu'effectivement, ce que tu vas dire, c'est que le problème est que, comme pour toute monarchie féodale, on se retrouve avec des noblesses locales qui cherchent à court-circuiter le pouvoir royal. C'est ça. C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'en Corse, il n'y a pas d'autorité supérieure, en fait. Il n'y a pas de ce qu'on appellera un prince qui permet, on va dire, de calmer la noblesse locale et auquel la population peut venir, on va dire, entre guillemets, chercher secours, chercher assistance pour court-circuiter on va dire, l'aristocratie locale, en fait. Ce qu'il y a, par exemple, qu'on parlera plus tard, en Catalogne, par exemple, en France, ou autre, avec justement les tribunaux, en fait. Et ça, est-ce que c'est plutôt dû à la géographie, quand même, de l'île qui est excessivement montagneuse au centre et qui effectivement semble un peu couper toute centralisation du pouvoir sur l'île. Alors oui, non, ça c'est justement, on va voir, c'est surtout plutôt à son histoire. La géographie, elle a un impact, mais elle n'est pas déterminante. Donc justement, et même si, bien sûr, elle a un impact, géographie a toujours un impact sur l'histoire et inversement, là c'est plus, on va dire, l'histoire en elle-même de l'île qui aura cette chose, on va dire, enfin ce principe. Okay. Alors, pour continuer sur Giovanni della Grossa, en fait, donc, comme je l'ai dit, il est plutôt proche de l'aristocratie, il est plutôt proche du roi, parce qu'il est à l'époque où en fait l'Aragon se bat contre Gênes, qui est un autre système politique, un autre système de gouvernance, et lui, donc, il cache pas, on va dire, son parti pris, mais il est quand même assez pragmatique, assez critique sur chacun des deux. Parce qu'en fait, quand on regarde son histoire, chose que je ne traiterai pas ce soir, c'est qu'en fait, il a été acteur, parce qu'il était notaire, il était juriste, et dans une île où l'illettrisme était la norme, en fait, on ne pouvait pas se passer d'un notaire local qui connaissait les us et coutumes et autres. Et donc, il a été aussi bien du côté génois que du côté catalan-aragonais, en fait. Donc, il a vu les deux côtés, en fait. C'est pour ça que sa chronique, pour son époque, c'est presque œuvre d'historien, on va dire, pour son époque de sa vie, on va dire. On verra pour son autre période.
Car en fait, on a découvert, les historiens actuels, donc certains, bon, par exemple certains que j'ai présentés tout à l'heure avec la bibliographie, ils ont remarqué, quand ils supposent, pardon, qu'il a fait un travail de récupération de sources antérieures qui nous sont perdues, comme ça a été le cas par exemple pour on va dire la sauvegarde de certains textes antiques qui nous sont parvenus pour aujourd'hui. On sait qu'il y en a une partie qui ont disparu. Là, c'était à peu près la même chose avec lui pour l'histoire locale. Et on sait qu'il a aussi beaucoup travaillé sur la tradition orale. Chose qui est très importante dans une société où l'illettrisme est la norme en fait. D'accord. Donc en fait tout ce travail-là de Giovanni Lagrosse, il est connu depuis au moins le 15e, dès son époque, il est connu son travail en fait. Mais par exemple au XIXe siècle où l'histoire, on va dire, devient une science entre guillemets, entre guillemets cadré, en fait, il est un peu relativisé. On met un peu de côté son côté, vraiment la période qui est vraiment antérieure à lui, et on garde que le côté, on va dire, contemporain. Mais depuis la fin du XXe siècle, il y a des historiens, soit du continent ou insulaire, qui commencent à dire que finalement, il y a quand même des choses, on va dire, il faut pas tout jeter en fait, même si c'est entre guillemets mythique. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Excusez-moi, je cherche dans mes notes. Parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, donc c'est la seule source qui est insulaire. Par contre, on a des sources de ce qui se passe en Corse, dans toutes les chancelleries de la Méditerranée occidentale. En Catalogne, à Barcelone par exemple, à Pise, à Rome, à Gênes, il y a des traces. Mais le problème, c'est que bien sûr, elles ont pas il ne faut pas penser une bibliothèque où d'un côté il y a l'onglet, on va dire l'allée corse. Non, c'est dans plein de petits documents. Il y a des mentions à droite à gauche. Donc en fait, ça demande un travail de fourmi de chercher ces petites mentions en fait. C'est un gros travail de fourmi qui est fait, en fait depuis quelques années. Et alors, je crois que je l'ai mise dans le document, mais alors, bon, on ne fera pas ça ce soir, mais je te le donnerai le lien, Okay. parce que vous voyez que sur la présentation de la diapositive, j'ai mis le lien vers la chronique de Giovanni Delagrosse qui a été numérisée. En fait, il y a 2-3 ans, elle a été entièrement numérisée. Et il y a même une vidéo YouTube de comment fonctionne, on va dire, ce travail de numérisation. Donc, si même vous êtes curieux de la lire en entier, si vous avez entre guillemets du temps à perdre, ou si le sujet vous intéresse vraiment, vous pouvez aller lire entièrement la chronique de Giovanni Delagrosse telle qu'elle nous est parvenue, avec même un onglet de recherche de différentes personnalités que je vais aborder ce soir. Ok, c'est cool. Donc voilà à peu près Oui, excuse-moi. Je disais ok, c'est cool. Bon. Ok. Donc voilà à peu près la chose. Donc c'était vraiment histoire de vous cadrer déjà la bibliographie de ce soir et la source principale, que j'essaierai de faire un ping-pong entre ce que dit la chronique et les sources des travaux historiens modernes, on va dire. Donc voilà pour ce qui était de la première partie, on va dire, de la présentation. Donc on peut passer à la diapositive 6. Qui est intitulé 5e au 11e siècle, le premier Moyen-Âge et les légendes. Voilà, c'est ça. Donc alors, comme vous voyez, en fait, j'ai commencé par le terme de âge obscur et légende. Alors, âge obscur, je le prends de... alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu, par exemple, vous voyez l'univers, juste avant, justement... Total War Saga Throne of Britannia. Juste avant, on a justement dans l'historiographie anglaise ce terme de Dark Ages, les âges sombres. Parce qu'en fait, pourquoi âge sombre? Alors, souvent on a dit oui, parce que c'était un âge décadent ou violent ou autre. En fait, non, c'est plutôt qu'en fait, on a l'absence de source. Oui. C'est un peu ce qui se passe en Corse. En fait, et d'ailleurs, c'est très drôle. Oui. Je me permets, hein, c'est très drôle parce que rappelez-vous que nous, depuis qu'on a redécouvert l'âge de bronze, on n'a pas on a littéralement la même chose qui se passe sur l'âge de bronze avec les siècles obscurs qui ont suivi l'effondrement de l'âge de bronze, où personne sait ce qui s'est branlé pendant... on commence à le découvrir, mais personne sait ce qui s'est branlé pendant 5 siècles à 6 siècles en général. Oh bon... Voilà, c'est ça. C'est exactement en fait ce qui se passe en Corse à l'époque médiévale. Alors, je ne vais pas vous cacher que durant l'époque antique, on ne sait pas non plus ce qui se passe grand-chose. On a, si je dis pas de bêtises, alors si je me trompe pas, je crois que c'est Sénèque qui est soi-disant, on va dire, banni en Corse durant plusieurs années dans une île, dans une tour. Bon, ça c'est la légende. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça je ne saurais dire. Mais on a par exemple beaucoup plus de traces archéologiques, par exemple aussi de ce qui se passe durant l'époque paléo-chrétienne, c'est-à-dire toute fin de l'Antiquité en Corse. Que de la fin de l'Empire romain d'Occident jusqu'à peu près les années 800, on ne sait quasiment rien de ce qui se passe. Car en fait, on a déjà les sources externes, elles n'existent pas
pas forcément où elles ont été perdues. Déjà, et comme je l'ai dit, on ne peut pas compter sur les sources locales. Ensuite, l'époque, donc juste après, vous voyez que je parle des Romains, des Vandales, des Byzantins, entre guillemets, parce qu'on parle bien sûr des Romains d'Orient, de Constantinople, les Lombards, voire les Sarrasins. Alors les Sarrasins, pendant longtemps, on avait pris au premier degré la chronique de Giovanni della Grossa qui disait que pendant à peu près un siècle, la Corse était contrôlée par, on va dire, un roi musulman. Bon, il n'y a pas de traces, on va dire. Et même dans les diverses sources externes de l'époque, il n'y a pas de mention. Alors, il y a mention de piraterie, où éventuellement ils se servaient des criques et des différentes anses pour cacher leurs bateaux, faire, on va dire, se reposer et ensuite partir dans le reste de la Méditerranée occidentale, mais il n'y a pas de source de ce niveau-là, en fait. Donc c'est pour ça que je parlais d'âge sombre, d'âge obscur et on va dire, de légende. En fait, le contexte, il est assez flou, il n'y a pas de vestiges. On sait que l'Empire carolingien, donc on est là, on passe presque 400 ans, il se passe rien, on arrive à l'époque à peu près de 1800. On sait que l'Empire carolingien, il mène des expéditions dans les îles contre la piraterie sarrasine. Alors, je rappelle que la Provence, la Septimanie, elle a été menacée, justement, elle a été même occupée une partie par qui deviendra le califat de Cordoue, plus tard, bien sûr, mais si tu peux même passer justement à la diapo suivante, histoire comme ça les gens comprennent un peu mieux ce que je vais leur dire. Que quand vous voyez cette carte de la Méditerranée, en fait il y a 3 grands blocs. Il y a le bloc avec ce qui va devenir l'Empire carolingien, qui va très vite, on va dire, disparaître. Et ensuite, il y a le bloc de l'Empire romain d'Orient et le bloc de l'Empire arabe, en fait. Donc alors là, vous avez les différentes... Voilà, c'est ça. Alors, la carte, je l'ai un peu modifiée. Parce que tu as le califat abbasside, les Émirats aghlabides et effectivement l'Émirat de Cordoue. C'est ça. C'est ça, parce qu'ils sont... Voilà. Alors, j'ai un peu modifié la carte parce qu'il y avait certaines erreurs. Par exemple, dans la carte que j'ai, je ne comprenais pas pourquoi, mais ils ont mis la Sicile sous couleur musulmane, alors que la Sicile, c'est justement à partir des années 900 qu'elle est entre guillemets perdue par l'Empire romain d'Orient. Donc, vous voyez qu'en fait, alors il y a un petit bloc au milieu, en Méditerranée occidentale, on ne sait pas trop ce qui lui arrive, c'est la Corse et la Sardaigne. Et alors ça, ce couple-là, donc ces 2 îles sœurs, jumelles, il va falloir, je vais souvent en parler, parce qu'en fait, elles ont souvent une histoire commune, et souvent, quand on parle aussi bien de Corse que de Sardaigne, des fois, on englobe aussi l'autre île avec. Donc par exemple, quand on parlera du royaume de Sardaigne, en fait, le royaume de Sardaigne, il inclut aussi la Corse. Donc justement, ces 2 îles sont en plein milieu de on va dire, ces aires de répartition entre l'Empire carolingien et l'Empire arabe, en fait. Donc ça correspond, on va dire, pour que vous compreniez à peu près le contexte du 9e siècle, du début du 9e siècle. Donc là, tu peux passer à la diapositive suivante, la diapositive 8. Donc du 5e siècle au 11e siècle, avec l'épopée de Ugo Colonna et ses fils pour une reconquête au nom du pape en 816. C'est ça. Alors, donc en fait, il faut savoir que dans la chronique de Giovanni della Grossa, donc il fait une succession, on va dire, de ce qui se passe, il fait quelques successions de personnages qu'on n'a retrouvé aucune source, donc bon, on peut pas partir du principe que c'est vrai. Par contre, il y a un moment qui est assez fondateur dans l'histoire de l'île, mais même pour la pensée médiévale de l'île à l'époque, qui aura de grandes importances après, c'est donc cette épopée du prince romain Ugo Colonna, qui aurait vécu de 760 à 834. Alors, les chiffres que je vais vous donner sont beaucoup à relativiser, bien sûr. C'est la chronique, donc on n'a pas de source à tester. Donc en fait, Ugo Colonna, il aurait pendant à peu près une année, il aurait réussi à reconquérir l'île, donc en 816, au nom du pape. Okay. Alors quand je dis prince romain, c'est parce qu'il vient de la ville de Rome. On parle plus bien sûr d'empire romain là et tout. Là, je parle vraiment de romain. Okay. Il faut savoir que même durant l'époque médiévale, il y a beaucoup de grandes familles patriciennes et romaines qui se revendiquaient de l'héritage antique. Et donc en fait, Ugo Colonna, donc je vous ai mis le blason, alors le blason bien sûr n'est pas d'époque, mais c'est le blason de la famille Colonna actuelle, avec bien sûr la colonne, d'où le nom, et en fait la couronne comtale, qui est juste au-dessus. Donc alors Ugo Colonna, il aurait été le premier à revendiquer le titre de comte de Corse. À savoir que dans l'Empire carolingien, le titre de comte, c'est un titre qui n'est pas encore héréditaire. C'est un titre, entre guillemets, on pourrait dire, administratif. C'est avec la chute de l'Empire carolingien que ces différents titres vont devenir héréditaires, en fait. Donc là, déjà, il y a peut-être un lien avec la vraie histoire, avec la légende.
Mais alors, selon la légende, Hugo Colonne, il aurait eu 3 fils. Un troisième, alors que je ne vais pas dire, je ne me rappelle plus le nom, qui n'est pas important, qui reste à Rome. En fait, il reste à Rome et il garde il est resté pour protéger les affaires familiales en l'absence de tout autre parent. C'est ça. En fait, il garde la continuité de la famille, et la famille colonne actuelle de Rome, on va dire, viendrait de lui. En fait. C'est exactement ça. Okay. Et il aurait eu 2 autres filles qui seraient venues avec lui. Bianco, qui, après la conquête, aurait récupéré le sud de l'île. Alors, c'est la partie qui est un peu hachurée tout en bas de la carte, en fait, qui se trouve à peu près là où se trouve Bonifacio. D'accord. Avec Porto Vecchio. C'est ça. Je suis désolé, moi je vais parler en continental. Pas de souci. Mais alors, il faut savoir que jusqu'à Sugani. On verra. On va dire, tu verras. En fait, mais de toute manière, normalement, cette carte à droite, je vais la remettre plusieurs fois, histoire que les gens comprennent bien de quelle région je parle. Aussi, à savoir que, bien sûr, beaucoup des localités que vous connaissez éventuellement, que vous avez peut-être déjà visitées, si vous êtes déjà venu dans l'île, n'existent pas à l'époque médiévale en Corse. Bastia n'existe pas, Ajaccio n'existe pas. Les villages actuels, pour beaucoup, ont éventuellement une trace médiévale, mais certains non. Donc en fait, il faut vraiment imaginer que le paysage urbain de l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ok. Et ensuite, du coup, Sinarco, lui, récupère l'ouest. C'est ça. Alors, Chinarco, en fait, lui, il aurait plutôt récupéré l'ouest, et en fait, il aurait eu un château qui se trouve justement au nord de la baie du diocèse d'Ajaccio. Quand tu vois la carte, il y a diocèse d'Ajaccio, et tu as Chinarca. Voilà, c'est ça. Et en fait, alors, Chinarca est très important pour toute l'histoire médiévale, pour l'aristocratie en Corse, ça aura une très grande importance. C'est pour ça qu'on appellera même cette lignée des Chinarchesi, en fait. Les descendants de Chinarca. De Chinarco, pardon. Et le château de Chinarca aura une très grande force symbolique, on va dire. Parce que les châteaux dans l'île sont petits, mais c'est quand même des lieux de pouvoir. Ok. Alors, ensuite, où est-ce que j'en étais dans mes notes? Oui, alors c'est ça. Ensuite, il faut savoir que, par exemple, donc, la noblesse insulaire, comme j'ai dit, se revendique de ces 2 lignées. Parce qu'en fait, il y aura la dynastie des Biancolacci, qui descendent de Bianco, et les Chinarchesi, qui descendent de Chinarco. Ok. Donc ça, on va dire, l'origine mythique de la Corse, à savoir que Ugo Colonne, comme je vous ai dit, il meurt, selon la chronique, il meurt en 834 en fait à Rome, mais c'est son fils Bianco qui récupère, on va dire, la titulature de comte de Corse. Ok. Alors c'est lequel de ses fils du coup? C'est Bianco. C'est, on va dire, celui qui récupère le sud en fait. Donc là, tu peux passer les problèmes commencent. Ah oui, voilà, parce que bien sûr... putain, oui. Alors, je suis désolé, je m'excuse, la carte que j'ai mise, j'ai pas pu la trouver en meilleure qualité, et j'ai pas eu le temps d'en faire une nouvelle, donc c'est comme c'est titré en haut, elle a été faite justement par Charles de Peretti en 2011, donc c'est on va dire toute la dynastie d'Ugo Colonne. Alors, vous voyez que donc on passe de Ugo Colonne qui donne à son fils Bianco, qu'on appelle aussi Bonifacio, d'où le nom de la cité de Bonifacio. Donc là, on est dans la période quand même mythique. Donc là, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a peut-être une base. Alors, il y a une base parce qu'en fait, historiquement, il y a une trace dans les archives carolingiennes d'un certain comte Bianco en Corse. Donc après, est-ce que c'était un vrai seigneur ou est-ce que je vous ai dit c'était un comte selon la titulature carolingienne, c'est-à-dire qu'il est resté quelques années et après il est parti. Il faut savoir que si je dis, c'est pas ma spécialité, mais il me semble que les Carolingiens ils faisaient bouger souvent les comtes pour justement éviter qu'ils s'enracinent trop sur leur territoire. Donc et vous voyez toute la dynastie. Alors le problème c'est que selon la chronique, à un moment donné, on arrive à un certain Arrigo Colonna dit Belmesser. Donc Belmesser c'est beau messire. Donc vous voyez. Voilà, donc un chic type, on va dire un très bon seigneur, qui a fait la justice et tous, sauf qu'il lui arrive un petit souci, il se fait assassiner. Oh, zut alors. Oui, voilà, zut alors, voilà, les problèmes arrivent, comme tu l'as dit. Parce qu'en fait, à peu près vers l'an 1000, donc on est plutôt sur des princes. Donc vous voyez, une succession depuis Bianco et Ugo Colonne, il y a quelques seigneurs qui gardent le titre de comte, et en fait, on arrive à Arrigo. Donc alors, le problème de ce Arrigo Belmesser, c'est que vers l'an 1000, la légende dit qu'il aurait dû, il faisait la justice entre deux grandes familles, deux communautés. Un peu. Alors on verra
je vous présenterai que ce soir, en fait, en Corse, il y a beaucoup d'archaïsmes qu'on a à l'époque médiévale, qu'on trouve aussi en Corse. Par exemple, la légende dit qu'il aurait rendu la justice sous un chêne, un peu à la même manière que Saint-Louis. Si je dis pas de bêtises, il me semble que Saint-Louis, il était connu pour rendre la justice sous un grand chêne. Ben ça, c'est un peu le même principe avec ce qui arrive à Rigo, Colonne, à Di Benessere. En fait, alors, le problème, c'est que une des deux familles qui se fait juger, ben bien sûr, ils sentent venir que la justice va être défavorable pour eux, donc ils vont l'assassiner. Sauf que, ce qui est aussi n'est pas dit dans mon document, ou qu'on voit légèrement avec un petit 7 en dessous de Arrigo, c'est qu'il avait 7 fils. Oui, Et ces 7 fils tous sont tous assassinés par les fameuses, les fameux assassins de leur père. Alors c'est assez glauque leur histoire, c'est qu'ils se font tous pendre dans un pont dans l'île, et depuis ce pont a une mauvaise réputation, donc tu m'étonnes. Voilà, c'est ça. Donc en fait le problème c'est que ça va casser la ligne directe de succession, parce que bien sûr il y a tous les fils y passent. Oui, non mais vas-y continue, je m'en charge. Il était marié à droite avec une certaine Bianca. Dame Bianca, alors elle arrive à faire, on va dire, à assembler toute la noblesse insulaire pour faire une vendetta contre ceux qui ont assassiné son mari. Et c'est ainsi que commence le bordel des vendettas. Voilà, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que malheureusement pour elle, elle n'arrive pas à désigner, du moins, elle n'arrive pas à imposer un successeur direct. Et donc la famille se déchire. Parce que bien sûr, ils sont tous plus ou moins de la même dynastie. Il y a d'un côté, à gauche, ceux qui donnera les Biancolacci, donc les Bianco. Et à droite, vous avez les Cinarchesi qui descendent tous donc de Cinarco, qui avait fait le château de Cinarca. Donc toutes les couleurs que vous voyez, en fait, ça correspond aux dynasties. Et alors plus tard, ce seront les Cinarchis qui prendront le dessus sur les Biancolacci. Mais voilà pourquoi en fait, en Corse, il n'y a pas eu. La légende explique qu'il n'y a pas eu en fait un seigneur qui aurait contrôlé toute l'île. Donc en fait, d'où le dit que j'ai mis un peu après, de début d'une sorte d'anarchie féodale. En fait, chacun revendique d'être comte, et vu que tout le monde revendique des comtes, et ben il n'y a plus de comte en fait. C'est un peu le bordel. Donc ça, c'était pour la partie légendaire. Alors on va aller un peu plus sur le côté historique. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le comte Bianco, il y a des traces. Donc après, bon, on ne sait pas trop qui il était réellement. Peut-être c'était un Lombard, juste après la conquête du royaume lombard par Charlemagne. Il y avait beaucoup d'aristocratie lombarde qui continuent à le servir. Potentiellement, c'était un seigneur lombard, ce comte Bianco. Il faut savoir aussi, on en reparlera après, mais la Corse fait partie officiellement du domaine de Saint-Pierre depuis l'époque carolingienne. Grâce à la donation de Pépin le Bref. Donc là, à l'époque, Pépin file l'île au Vatican. C'est ça. Tiens ta sainteté, ramasse ton île. C'est ça. Et en fait, alors c'est même daté, c'est même la date exacte. J'ai le 14 avril 1754. Le Pépin le Bref confirme la donation de Constantin, parce que ça aussi on va en parler, la donation de Constantin. Pour ceux qui connaissent un peu l'époque médiévale, la donation de Constantin, vous voyez de quoi je parle. C'est un faux qui a été créé par, on sait aujourd'hui que c'est un faux, mais c'est un faux qui a servi la papauté pour revendiquer un peu le contrôle sur toute l'Italie, et on va dire qu'il était supérieur à l'empereur, chose qu'on abordera plus tard. Et alors, je finis juste une dernière chose, et après on passera sur une période un peu plus connue. C'est qu'en fait, alors, je vous ai parlé d'Ugo Colonna. La reconquête de l'île, elle aurait été, selon la chronique, contre un roi musulman. Sauf que, chose qu'on sait, c'est qu'à l'époque carolingienne, le terme de sarrasin, qui est utilisé dans la chronique, il n'est pas spécifique aux musulmans. Il est utilisé pour tous les païens ou non-croyants. Sachant qu'en plus, à l'époque donc un lituanien pouvait être un sarrasin. Alors, ça pouvait être un sarrasin, celui qu'on va dire que Ugo Colonna a vaincu et a récupéré, ou ça pouvait très bien être aussi des pouvoirs païens locaux. En fait, il y a des sources qui expliquent que l'île était mal christianisée. Alors, il y avait un début de christianisation, mais il y avait encore des pouvoirs locaux qui n'étaient pas entièrement christianisés. Les Chardins en résistance. Voilà, presque, on peut dire. Bon, on est un peu loin, mais on va dire dans ce principe-là. Justement, moi, je crois qu'ils existaient toujours. Tout cela n'a été qu'un complot du Vatican pour les tuer. C'est un peu ça. Parce que les papes ont été créés par les peuples de la mer, enfin non pas par les peuples de la mer, mais par les pharaons. Et oui, monsieur. Oui, c'est ça. Donc ça aussi, faites attention. C'est une usine électrique.
Au secours. Donc, quand vous lisez des textes plutôt de l'époque carolingienne et qu'il y a le terme sarrasin, ça peut ne pas être forcément un musulman, parce qu'en fait, bon, à l'époque, ils comprenaient pas trop ce que c'était l'islam, ils n'avaient pas trop compris le principe, et donc ils croyaient que c'était des polythéistes aussi. Donc, ils le mettaient aussi, mais il y a eu des traces, par exemple, de vikings qui étaient décrits comme qui étaient appelés sarrasins. Donc voilà, donc vous comprenez pas, voilà, d'où le fait que quand il dit dans la chronique Giovanni de la Grosse que Hugo Colonna aurait conquis l'île contre des Sarrasins, bah peut-être seulement il avait conquis l'île, bien sûr, mais contre des païens en fait, de l'époque pré-latine. Mais du coup, à l'époque, si tu fais des crêpes avec de la farine de sarrasin, c'est une crêpe hérétique? Je ne rentrerai pas dans ce débat, moi les crêpes, je laisse ça aux Bretons, ça. Donc alors, si tu peux passer donc à la diapositive 10. Donc là, on va rentrer dans une période qui est un peu plus, on va dire, sourcée, un peu plus connue. Donc du 11e au début du 13e. C'est ça. Donc que j'ai noté moi dans mes notes, la Corse seigneuriale et pisane. Donc alors, c'est une Corse. Alors donc c'est une carte qui a été faite durant une conférence à l'université de Corse, d'où le logo à droite. Donc c'est en fait, alors il faut savoir qu'au XIe siècle, les républiques marchandes de Pise, de Gênes et d'Amalfi. Alors Amalfi, c'est pas loin de Naples. Amalfi, c'est une grande république marchande qui travaillait beaucoup avec l'Empire romain d'Orient, mais tournée l'an 1000, elle a commencé à péricliter. Et les principales en mer Tyrrhénienne et en Méditerranée occidentale, c'était donc Gênes et Pise, en fait. Donc au début du millénaire, entre guillemets, ces républiques marchandes, elles ont sécurisé la Méditerranée occidentale. Okay. Donc il y a plus de raids barbaresques, de raids musulmans, on va dire, qui faisaient des razzias, qui a eu justement, comme je vous l'ai dit, à l'époque carolingienne, en fait. Il faut savoir que même à l'époque carolingienne, il y a eu des raids jusqu'à le port d'Ostie, donc qui menaçaient directement Rome. Et au tournée de l'an 1000, justement, il faut savoir qu'il y avait un taïfas. Donc le taïfas, pour parler rapidement, c'est les pouvoirs musulmans d'Espagne qui résulte de l'explosion du califat omeyyade, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'était le califat omeyyade qui avait en Espagne. Il a explosé au tournée de l'an 1000, et il y avait plein de pouvoirs locaux musulmans, qu'on appelle donc les taïfas. Et il y avait le taïfas de Dénia, qui contrôlait la région de Valence et des Baléares, donc tout à gauche de la carte. Vous voyez la sorte de la petite avancée vers l'Orient pointu, c'est à peu près la région de Valence. Il y avait un taïfas qui contrôlait cette région. Et il menaçait la Sardaigne et l'Italie. Donc Gênes, Pise et toutes les petites républiques locales se sont liguées contre eux et l'ont détruit. Okay. Mais on commençait justement à rentrer justement dans les affaires de Corse et de Sardaigne. Ah. Et voilà, donc là on commence, voilà. Donc à nouveau, là on a un nouvel acteur qui rentre. Donc là, bon, bien sûr, je vous rappelle que à tourner de l'an 1000, l'Empire carolingien, ça fait belle lurette qu'il a disparu. Il y a toujours un empereur, mais on va dire qu'il a des petits soucis avec le pape. Ça, on en reparlera plus tard, parce que ça, c'est une longue histoire, la papauté et l'empereur. Et donc en fait, à partir des années 1077, le pape offre à l'évêque de Pise, justement, le contrôle des diocèses de Corse. D'accord. Donc vous voyez sur ma carte, en fait sur ma carte, bon, alors elle est un peu postérieure, mais vous voyez sur ma carte il y a des grandes différences. Alors, il y a des zones un peu vertes et il y a des zones un peu bleues en Corse et en Sardaigne. En fait ça correspond à peu près au diocèse ou au judicat de Sardaigne. Alors les judicats, je vais passer rapidement dessus, mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. La Sardaigne a été plus longtemps que la Corse sous domination romaine orientale, byzantine, et en fait le terme de giudica vient de giudice, juge, qui est en fait un titre, on va dire, qui n'est pas à la base militaire ni royal, mais qui est un titre administratif. Mais avec la disparition de l'influence byzantine dans la région, en fait, les judicats de Sardaigne sont devenus entre guillemets des rois. En fait. Donc d'où le terme de juge en fait. Quand on parle de juge en Sardaigne et un peu en Corse, que je parlerai après, en fait, de giudice, c'est un terme de petit roi en fait. Il faut imaginer comme un petit roi ou comme un duc, d'une certaine manière. Donc la Pise et Gênes s'implantent dans ces territoires. Et en 1091, le célèbre Urbain II, donc ça, ceux qui sont fans de Les Gens Croisades et tous les fans de cette période doivent bien le connaître, même lui qui a fait l'appel à la croisade, Urbain II, il remet à l'évêque de Pise la charge archi-épiscopale, donc c'est l'ordination de tous les évêques dans l'île en fait.
qui récupère tout le contrôle de tous les évêchés de l'île, en fait. Pour justement compléter la christianisation de l'île. Comme j'ai dit, on sait... Désormais, vous pouvez brûler tous les mecs que vous voulez. Ah. Voilà, un peu ça. Voilà, vous pouvez faire les baptêmes dans les rivières, vous pouvez les faire dans les plages, voilà, comme ça il y a tout le monde qui se christianise, et voilà, comme ça c'est fait. Vous pouvez les faire dans les plages. C'est un peu ça. C'est marrant, ils s'enfoncent quand même vachement moins bien dans le sable. Ouais, c'est ça. Donc là, tu peux passer à la diapositive 11. Donc là, on va aller du 11e au début du 13e. Installation donc du là, colonel de Bonifacio par Pise. Ok. C'est ça, donc là on est vraiment sur la grosse partie en fait, donc de cette partie 11e, début 13e, qui va être dominée par la politique entre la rivalité entre Gênes et Pise. Parce que bien sûr, il n'y en aura qu'une qui pourra prendre l'ascendant sur l'autre. Donc, comme j'ai dit dans mon diapositive, en fait, Pise crée Bonifacio. Donc, Bonifacio, c'est la prononciation à l'italienne ou à la Corse. En Corse, on dit Bonifazio. Bon, on dit Bonifacio en français. Donc, comme je vous l'ai dit, j'alternerai entre les mots. Enfin, les origines, on va dire, des mots. Donc, Bonifacio est créé par Pise, mais un siècle plus tard, on va dire, elle sera capturée par traîtrise, nous dit Giovanni della Grossa, par les Génois. Ils nous font un peu, pour ceux qui sont un peu fans de série, nous font un peu une sorte de Ragnar. En fait, il y a une procession, il y a une flotte génoise qui, hop, comme par hasard, à cause d'une tempête, se retrouve à être en sécurité à Bonifacio. Il y a des processions, on invite les Génois, et ben les Génois ils rentrent dans la cité avec les armes et ils virent tout le monde dehors. Et voilà, maintenant c'est à nous. Donc voilà, donc les pauvres paysans sont jetés dehors de Bonifacio, et Bonifacio est très importante parce que je rappelle qu'elle est en plein dans un goulot entre la Sardaigne et la Corse. Donc dès que vous voulez passer d'Espagne en Italie ou même de Sardaigne en Corse, vous êtes obligé de passer par cette région de l'île. Donc ce sera un carrefour, alors c'est pas forcément un carrefour commercial, mais c'est vraiment une position stratégique. Et ce sera une énorme épine dans le pied pour tous les pouvoirs locaux qui voudront essayer de s'implanter dans l'île. Donc alors, pour en revenir ensuite, bon là je parlais de Bonifacio, on va revenir un peu sur ce qui se passe dans l'île. En fait, il faut savoir que le pape, il avait un peu tendance à offrir la suzeraineté à un territoire selon, on va dire, ses intérêts, bien sûr. Parce qu'il dit, hop, toi, j'ai plus besoin de toi, tu dis, je t'enlève ce territoire, maintenant je l'offre à l'autre. C'est un peu ça. Donc là, en fait, à partir d'une certaine période, justement, il va faire ça avec Gênes aussi. Donc il y a toujours Pise, mais il y a Gênes. Alors, dans la carte que vous voyez, il y a des petits territoires, donc on l'avait déjà vu précédemment, mais donc là on voit bien les diocèses, les diocèses que je vous parlais tout à l'heure. Je me permets de revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, Pise était là quand même depuis un certain temps, et en fait, quand les Génois ont commencé à réclamer des territoires, j'imagine qu'effectivement les Pisans se sont pointés, ont dit au pape « There is a little problem ». Tu sais, ils sont arrivés en mode « il y a un problème, monsieur, on se fait voler des territoires ». Et l'autre, il a dit « Oui, mais les Harkonnen génois ont le droit, tais-toi ». Oui, tu fais pas si bien dire, parce qu'en fait, tout simplement, le pape, alors je vais en revenir après dans mes notes, mais le pape qui offre on va dire, de l'influence, parce que attention, ça j'en parlerai après, c'est de l'influence là qu'on a sur l'île, c'est pas un contrôle direct. Oui. Le pape qui offrira de l'influence à Gênes dans l'île, c'était je crois de mémoire, un antipape qui était soutenu par Gênes. Donc un petit retour de bâton pour la bonne assistance pour être devenu un pape entre guillemets officiel grâce à Gênes en fait. D'accord. C'est un peu ça. Voilà, on offre les cadeaux qu'on peut aux copains qu'on peut. Donc ça. Donc alors le territoire. Alors ça, je reviens sur l'administration. Dans la papauté, mais vous ne saviez pas. Non, bien sûr. C'est exactement ça. Donc je reviens un peu sur l'organisation de l'île. Alors la carte aussi est disponible sur différents liens qu'éventuellement si j'ai le temps je te les transmettrai aussi pour les sources. Mais alors donc ça ce sont ce qu'on appelle cette carte. Vous voyez qu'il y a différentes régions de l'île avec des petits noms. On appelle ça des pièvi. Alors les pièves ou pièvi, alors, le nom peut être plus ou moins changeant. Qu'est-ce que c'est una piève? Donc une piève, c'est une circonscription à la fois religieuse et administrative. Donc je rappelle que bien sûr on est loin de la séparation de l'Église et de l'État, donc là on est un mélange des deux, d'accord? Je rappelle qu'aussi là c'est l'archevêque de Pise qui contrôle l'île. Donc c'est en fait des territoires, des micro-régions qui ont donné aussi des fois le nom de micro-régions de l'île. Par exemple, vous avez le diocèse de Nebbio qui a justement la piève de Nebbio, et ainsi de suite pour tous les petits territoires de l'île. Si vous voulez simplifier ça avec vos connaissances de Total War, dites-vous que tout simplement vous avez
une région, enfin vous avez plusieurs villes qui composent les régions, pardon, qui vont être mises en province. Ben voilà, on arrive par exemple sur la province, vous appelez ça un piévi finalement, et vous avez donc la province de Brandou, la province de Lota, la piévi, c'est ça. Voilà, c'est ça. la piévi de Mariana. En fait, et après les diocèses, c'est voyez ça comme des royaumes si vous avez joué à Pharao, mais c'est pas des royaumes à proprement parler, c'est l'amoncellement de provinces au sens religieux qui est mise sous la coupelle d'un archevêque ou d'un évêque, je sais plus. Archevêque ? Alors là, c'est l'évêque. C'est l'évêque. Parce qu'en fait, voilà, l'archevêque, c'est l'évêque qui contrôle d'autres évêques. Donc arche, donc au-dessus. Oui. En fait, donc l'archevêque de Pise, il contrôle et lui, il nomme les évêques des différents diocèses de l'île. Donc vous avez le diocèse de Marianne, qui est une cité antique, qui a survécu, qui vient même du nom de Marius, qu'en fait son origine datée, et ça on a des preuves, c'est qu'en fait une légion de vétérans de Marius qui leur écrit la cité de Marianne, en fait, d'où le nom. Vous avez ensuite le diocèse d'Aléria, qui lui vient de la cité grecque antique d'Alaria. Voilà, c'est ça. Et que vous connaissez bien, parce que vous l'avez croisé dans Rome 2 et mis à sac un nombre incalculable de fois avec vos légions, bande de petits faquins. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui ont fait, si je dis pas de bêtises, dans le DLC de Rome 2 sur la Rise of the Republic, si je dis pas de bêtises, c'est le nom, il me semble qu'elle y est. Mais alors après, bon, il y a des lieux, bon, bien sûr, ils ont fait des choix dans les lieux, mais alors techniquement, en fait, les 3 localités qui présentent dans le DLC ne sont pas exactement bien placées. Et ils ne sont pas censés y être. Mais comme tu l'as dit, c'était compliqué de trouver des localités, etc. Je tiens juste à en profiter pour remercier Augustus qui vient de nous donner un abonnement en renouvelant son Prime. C'est son 52e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je vais juste vérifier une petite chose pendant que tu continues. D'accord. Donc, comme il a dit Sigiron, en fait, les diocèses donc, contrôlent les pièves. Et en fait, il faut savoir qu'au sein même d'une piève, il peut y avoir plusieurs petites églises, mais il y a une église piévane, donc une église qui contrôle plus ou moins les autres églises de la territoire de la piève. Donc ça, c'est l'organisation à la fois administrative, religieuse et politique de l'île, en fait. Donc ça, c'est les Pisans auront eu donc une très grande influence sur l'île, car beaucoup des noms de pièves que vous voyez sur cette carte, en fait, sont présents pour des régions de l'île encore aujourd'hui. Le Niol, par exemple, qui est la grande région centrale que vous voyez au niveau des montagnes, un peu vers le nord, qui est une ancienne région glaciaire, en fait, qui a été formée par un glacier durant l'époque de l'âge... Je m'en mêle de les périodes glaciaires, en fait, donc qui est une région enclavée. Donc ça, c'est pour l'organisation justement administrative, politique, religieuse de l'île. Et il faut savoir qu'aussi que les Pisans ont aussi une grande, on va dire, influence sur le maillage ecclésiastique, donc par la construction de cathédrales et d'églises, mais aussi par ses rapports commerciaux et l'empreinte linguistique. Car en fait, il faut savoir qu'en Corse, le Corse du Nord et le Corse du Sud, qui est limité justement la frontière entre le naturel plus ou moins entre les deux parlers, parce qu'on va parler plutôt de parler que de langues différentes. Alors le Corse est devenu une langue, justement, même si à l'époque médiévale c'était plutôt un dialecte. Alors il y a des discussions entre les spécialistes si c'était à part, ou il y a eu beaucoup d'apports, on va dire, d'Italie continentale. À savoir que l'Italie continentale, à l'époque médiévale, en Corse et en Sardaigne, on parle de terra firma, la terre ferme, justement. Donc quand je parlerai du continent, je parlerai bien sûr de l'Italie, bien sûr. Pour l'influence française à l'époque médiévale en Corse, elle est quasiment inexistante. Voilà, c'est ça. Et encore, et même française, qu'est-ce qu'on veut dire dans le mot français? Parce que les Provençaux, les Languedociens, quand je vais parler de français, vous pensez plutôt à la région de la Loire, la région du parler d'Oil, d'accord? Donc tout ce qui est au nord de la Loire, en fait. Donc je reviens. Oui, voilà. Donc là maintenant, tu peux passer à la diapositive 12. Donc la diapositive 12, en fait, c'est pour vous faire une présentation de l'impact au niveau architectural de l'île. Parce que bon, là, depuis tout à l'heure, je présente des noms, pas trop d'illustrations. Alors ça aussi, je suis désolé. Beaucoup des personnes que je vais présenter ce soir, ou des lieux, il n'y a quasiment rien pour vous mettre des images. Donc j'ai préféré ne pas en mettre des fausses ou des... Alors là, pour le moment, j'ai les seigneuries du Cap Corse, avec Damaré, Gentillet, voilà, c'est ça.
Ah ok. Voilà. Alors là on est plus du côté, comme je disais tout à l'heure, des seigneurs. Alors cette carte elle est un peu plus postérieure à la période que je parle, mais ça permet un peu de donner une idée de en fait la frontière théorique, donc qui est dit entre les deux espaces. Alors c'est une frontière qui est quand même assez poreuse, hein. Il faut pas imaginer, on est quand même dans une société agro-pastorale avec bien sûr du commerce entre les micro-régions, donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de passage en fait. Donc c'est quand même les gens, la majorité entre guillemets des gens restent dans leur région, dans leur village, dans leur hameau, mais il y a beaucoup d'échanges. Il ne faut pas imaginer que c'est vraiment une barrière infranchissable et que les deux entités politiques sont différenciées. En fait. Quoi, personne ne surveille tous les vallons et vallées situés dans les montagnes ou les mini-passages sur les plages, etc. C'est honteux. Alors, il faut contrôler, mais justement, vu qu'il y a plein de petits seigneurs partout, il faut imaginer que tu peux te retrouver dans une vallée, avoir sa propre seigneurie, Ouais. et dans la vallée en face, il y a une autre seigneurie avec un autre château, ils se font la guerre entre eux. Et ça, j'en parlerai, parce que j'ai tout un petit volet sur la guerre, on va dire, à l'époque médiévale en Corse. Ok. Donc, ça, tu peux continuer la diapositive suivante. Alors, du 11e au début du 13e, toujours, avec, cette fois-ci, la Corse seigneuriale et pisane. Ouais. Et donc, Alors, justement, là, normalement, si je dis pas de bêtises, parce que je vois le retour est un peu différé, normalement, tu as une vue sur des cathédrales, si je dis pas de bêtises. Le Duomo di Pisa. Voilà, le Duomo di Pisa. Donc le Duomo, c'est la cathédrale de Pise. Donc on connaît tous le Duomo di Firenze, donc de Florence, qui a un dôme bien plus énorme, qui est bien plus tardive. Donc là, j'ai mis les dates de début de construction de mémoire ou de fin de construction. Et en fait, et la sacralisation. Je crois que voilà. Donc pour le Duomo di Pisa, c'est 1118, c'est la sacralisation par l'archevêque de Pise. Ok. Donc ça c'est justement donc quand vous voyez la fameuse tour penchée de Pise, en fait c'est le campanile, c'est juste le clocher. Campanile, voilà. Donc c'est-à-dire que tout le monde nous montre le campanile qui a des problèmes effectivement de stabilisation et d'affaissement. Et à côté vous avez la cathédrale. C'est ça. Et il y a même aussi autre particularité de l'art roman qu'on retrouve beaucoup dans l'art roman et qui est aussi présente des fois dans la période paléo-chrétienne, c'est les baptistères qui sont séparés aussi de la cathédrale ou de l'église en fait. Donc alors là je ne saurais pas dire où il est précisément, c'est peut-être le bâtiment qu'on voit à gauche, juste à côté de l'entrée à gauche on voit un mur, mais alors je ne saurais pas dire si c'est précisément lui, mais je sais qu'à Pise, le baptistère est un autre petit bâtiment à part, on va dire, qui n'est pas incorporé dans la cathédrale. Par contre, donc la cathédrale de... Tu vois vraiment aussi l'inspiration prise pour les bâtiments du Gondor. Ah oui, non, mais là, c'est clairement. Moi, j'avoue. Voilà, c'est fou. C'est full Gondor, la façade. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. Et même là, c'est clairement aussi de l'inspiration antique. Hein. C'est pour ça que quand on voit le bâtiment avec toutes ces petites arches et autres, quand on me dit oui, le Moyen-Âge, ils ont oublié ce que c'est l'Antiquité. Non, c'est du cliché. Hein. Ils ont conscience. En fait, ils ont conscience. Les mecs, ils ont juste regardé ce qu'il y avait à côté en ruine, ils ont fait. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ça donne quoi si je construis pareil, quoi? C'est ça, c'est un peu ça. Alors bien sûr, à savoir que alors là, on est dans l'époque romane, de style pisan. Pardon, excusez-moi. Ok. Donc ça, c'est le style pisan qu'on va retrouver en Corse, parce que si tu continues la diapositive, tu vas voir apparaître Santa Maria Assunta di Mariana. Donc Mariane, c'est la cité que je parlais tout à l'heure, d'origine antique, qui est justement là où se trouve l'évêque de Mariane, qui contrôlait une partie donc des Pièvi de Corse. Et donc alors, on sait qu'elle a été sacralisée en 1119 par l'archevêque de Pise. Donc l'année suivante de la sacralisation du Duomo di Pise, il y a la Santa Maria Assunta qui est sacralisée. Donc alors bien sûr, elle est beaucoup plus rustique, mais il y a clairement une inspiration au niveau déjà de la bicoloration. Par exemple, oui, bicoloration, merci, je cherchais le terme exact. Donc, c'est les couleurs de pierres différentes, des pierres de taille. Aussi, alors, pour ceux qui se posent la question, tous les petits trous que vous voyez sur les façades, généralement, en fait, c'est les restes des échafaudages durant la construction. Et souvent, ils étaient comblés avec quelques petites pierres et on mettait là chaud. Donc là, sans doute que là, les pierres, elles ont été enlevées à une époque. Mais aussi, là, vous voyez à droite, alors il y a un petit cyprès à droite qui pousse, et en fait, vous voyez qu'il y a un mur derrière. Et en fait, c'est là où se trouvait l'ancien. Alors, se trouvait l'ancien, pardon, hein, mais ça a coupé. L'ancien campanile Du diocèse de Marianne. Pardon? Ça a coupé au moment où tu allais dire c'est là où se trouvait l'ancien.
Campanile, pardon, Ok. voilà, merci. C'est là où se trouvait l'ancienne. Parce qu'en fait, on a des fouilles archéologiques qui ont été menées et il semble que ça ressemble à droite, donc justement de là où commence à peu près le cyprès. Alors là, vous voyez qu'il y a des murs en galets qui sont juste à côté du cyprès. Mhm. En fait, c'est les anciennes constructions romaines antiques. D'accord. Donc, qui ont été prises avec des pierres, des galets du Gaule, ou qui est le fleuve principal de l'île, le plus long fleuve de l'île qui coule pas loin, en fait. Donc ça, c'est le niveau des fouilles. Si un jour vous avez l'occasion de passer pas loin de Marianne, je vous conseille d'aller au musée parce qu'en fait, il y a des mosaïques d'un baptistère paléo-chrétien dans une façade du mur. Il est assez beau. Et donc, en fait, il nous reste que la cathédrale, mais tout ce qui est le cloître et le campanile qui se trouvait à Santa Maria Assunta n'existe plus. Alors, je vais en reparler plus tard dans la soirée de ces églises, ces cathédrales, pardon. À savoir que la différence entre une église et une cathédrale, c'est qu'une cathédrale, c'est un statut. C'est pas forcément un bâti. Une cathédrale n'est pas forcément plus grosse qu'une église, en fait. D'accord. C'est juste. Donc aujourd'hui, par exemple, Santa Maria Assunta, si on va dire une messe va être faite dedans, on nous dit que c'est une église. Ce n'est plus une cathédrale, parce que la cathédrale se trouve, le diocèse actuel, il n'y a plus qu'un seul diocèse en Corse, il est Ajaccio, en fait, donc il est Ajaccio. Donc en fait, la cathédrale se trouve, la dernière cathédrale en activité en Corse se trouve à Ajaccio. Mais voilà, donc en fait, quand on vous parle de cathédrale, c'est un statut. En fait, c'est un statut hiérarchique dans l'Église, en fait. D'accord. C'est là où se trouve l'évêque ou l'archevêque, en fait. C'est le N+1 des églises. Donc elle est aussi. Voilà, c'est ça. C'est juste voilà, c'est ça. À savoir, par exemple, durant l'époque moderne, avec le problématique des razzias barbaresques qui reprendront à cause de l'Empire ottoman et des régences d'Alger, de Tunis et du Maroc, il me semble, en fait, ce sera déplacé à Bastia, par exemple. Et alors, elle a un autre surnom, c'est Acanonica. Donc, si tu peux avancer, il me semble qu'il y a d'autres petites photos d'elle sur une diapositive suivante. Qui dévoile, donc, alors, il y a qui dévoile un peu tout son charme. Voilà. C'est ça. Donc alors bien sûr, elle est beaucoup moins détaillée que le Duomo di Pise, mais en fait, les historiens, alors sans doute on ne le saura jamais, mais potentiellement soit les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les architectes et les ingénieurs de l'époque qui ont fait la cathédrale venaient de Pise directement, ou éventuellement ont été formés à Pise. Donc vous voyez à droite la partie arrière. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale et encore aujourd'hui, et pour la majorité des églises, on tournait l'abside, donc c'est la partie arrondie où se trouve l'autel. Ah, tu allais un peu vite. Oui, t'inquiète, je suis revenu sur... c'est bon. D'accord. Mourad, parce qu'elle aussi, ça c'est un chef-d'œuvre de l'art roman pisan, mais que je parlerai après, justement. Et en fait, alors, Santa Maria Assunta, et comme beaucoup d'églises, alors, en fait, ont l'abside qui en fait pointe vers justement l'est, direction Jérusalem en fait. Donc justement quand les fidèles étaient en prière, ils regardaient tous et ils priaient tous en direction de l'est et donc de la ville sainte. Donc tu peux mettre l'image qui apparaissait dans la diapo de Santa Maria Assunta. Donc ça c'est au-dessus de la porte principale. Donc là, donc il y a différentes sculptures, alors, on pourrait dire entre guillemets simples ou simplistes, mais bon, qui ont été faits par des sculpteurs insulaires, on pourrait le dire, parce que c'est beaucoup moins détaillé que des sculpteurs, on va dire, qu'on pourrait trouver au même moment en Italie continentale. Donc alors, de gauche à droite, alors vous avez un cheval, vous avez deux griffons. Okay. Alors malheureusement, elles sont un peu abîmées. Ensuite, vous avez juste après les deux griffons, vous avez l'Agnus Dei, l'agneau de Dieu. Donc ça, c'est une figure qu'on retrouve souvent. Par exemple, il me semble que sur le drapeau géorgien médiéval, on voit beaucoup même cette figure de l'agneau avec cette croix. Vous avez en face alors un loup ou un chien qui, alors de mes lectures, serait une représentation de Satan ou du mal. Oui, du coup, parce est mis en face de l'Agnus Dei, du coup. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ensuite, à droite, vous avez un cerf. Qui est aussi un animal qui est très présent, même dans la toponymie des lieux. Il y a beaucoup de villages qui ont des noms en lien avec le cerf. Par exemple, en Corse, on dit le cerf ou Cervo, qui a donné par exemple le nom du village de Cerviogne et d'autres lieux dans l'île. Donc, il y a un animal qui était très présent. Et en fait, il y a un chien qui le chasse, qui est en train de mordre le croupion. Et alors, il y a les deux derniers animaux qu'on voit tout à droite. C'est le chien Maïté. Alors, je vais lui sucer le croupion. C'est un peu ça. Voilà, là, il va passer un mauvais moment, le cerf. Et donc, les deux derniers animaux, alors, ce sont sans doute des vouivres. Donc, en fait, ils ont la queue qui finit comme un serpent, en fait, l'arrière-train qui finit comme un serpent avec des ailes, en fait. Donc, c'est une représentation de vouivre, en fait. Donc, ça, voilà, c'est ce qui est au-dessus de la porte principale.
Ensuite, donc, tu peux passer à l'église de San Miguel de Morat, donc Saint-Michel de Morat, qui elle n'est pas une cathédrale, mais qui date de la même période à peu près, de début du XIIe siècle. On Voilà, si je repère dis pas de beaucoup plus bêtises, cette c'est ça. bichromie dont tu avais parlé. Là, c'est ça. C'est en fait, voilà, là, c'est beaucoup plus marqué parce qu'en fait, alors bien sûr, comme souvent, on utilise les pierres locales, sauf si vraiment. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, mais pendant très longtemps, hein, jusqu'à encore récemment, on utilisait plutôt les pierres locales. Donc les pierres que vous voyez, donc c'est. Alors, je l'avais noté, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que je l'ai perdu. Quoi, Oui, on n'avait alors, pas de tanker donc, au les Moyen-Âge? C'est quoi encore ce pierres- bordel? Faut imaginer que le transport de matériaux, ça coûte une fortune. Ah oui, Donc justement, c'est pour ça. Donc on essaie de construire déjà avec ce qu'on a. Alors là, ils avaient de la chance parce qu'en fait, dans la région et il y a des de montagnes Morat, où partout. vous avez alors ouais, bon, ça, c'est la norme en Corse. Vous avez la serpentinite verte du Béving, donc c'est la région où se trouve à peu près Morat. Donc c'est la roche verte, qui, si tu regardes bien, c'est le thème que j'ai mis à mon diapo, avec cette Oui. couleur verte foncée. D'accord. Voilà, c'est ça, un peu ça. Donc je me suis inspiré de ça pour la décoration. Et le calcaire du Nebbio, parce qu'en fait, la région du Nebbio, donc c'est Saint-Florent pour ceux qui sont déjà allés en Corse, qui est de l'autre côté de la montagne de Bastia, en fait. Bastia se trouve du côté oriental de l'île, Saint-Florent se trouve de l'autre côté, là où se trouve le diocèse du Nebbio. Parce que Nebbio est une ancienne cité médiévale, antique médiévale, mais qui ensuite a disparu, qui a donné le nom à sa piève et à son diocèse. En fait, il y a des roches calcaires. Donc c'est ça qui a donné cette bichromie avec ces deux couleurs. À savoir que quand tu avances dans la diapo, en fait, donc déjà, il y a toujours ces sculptures, on va dire, romanes, mais alors tu verras qu'il y a une illustration, justement. Ouais. Voilà. En fait, cette illustration, en fait, c'est à l'époque à quoi ressemblait réellement San Miguel. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu des travaux qui ont fait surélever le campanile. En fait. D'accord. Le campanile, il n'avait pas ces grosses ouvertures pour les cloches, on va dire. Alors, il y a une petite ouverture, on le voit sur le dessin. Voilà, on voit. Voilà. Il était beaucoup moins haut, en fait. Ok. Donc il a été remonté. Alors il faut savoir qu'au XIXe siècle, comme sur le continent, il y a eu quand même des petites bêtises, comme par exemple la cathédrale de Nebbio, qui se trouve donc pas loin de Saint-Florent, avait un beau campanile et qui a été tout simplement dynamité à la fin du XIXe siècle parce qu'on le trouvait moche et on... Merveilleux, j'adore ces personnes qui dynamitent des trucs. À droite, vous avez une petite des fenêtres. Alors pas même mais oui, des ouvertures. Et en fait, alors si tu arrives peut-être à me reconnaître le passage biblique que ça représente. Alors, je suis désolé, je crois que j'ai pas assez... Alors moi je vois un serpent avec un arbre, donc je dirais bien que c'est le moment où Ève accepte la pomme. Voilà, c'est là le moment où elle a fauté, elle a condamné l'humanité, on va dire. Et alors, juste en bas, alors c'est un peu moins visible, mais vous avez à gauche, tout en bas, donc en bas de la fenêtre, vous avez des sculptures. À gauche, il y a un ange. À droite, il y a un monsieur qui est en train de ramasser des vignes. Donc, sans doute qu'à l'époque, c'était très important, les vignes, pas loin de Morat. Donc, ils ont dû se dire que voilà, on allait le mettre dans la décoration. Et alors là, je vous ai pas tout mis, mais il y a énormément plein de petites sculptures, des petites têtes. Alors, ce qu'on pourrait entre guillemets appeler des sortes de gargouilles. Elles sont assez simples. Bon, en plus, elles ont été érodées parce que bientôt 800 ans, voire un millénaire pour certaines églises. Donc voilà, il y a un peu d'érosion. Mais voilà, donc c'est l'art roman en Corse, en fait. Okay. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler, en fait, l'héritage qu'a fait justement Pise dans l'île, en fait. Ok. Donc là, tu peux passer à la diapositive 16. 11e au début du 13e, toujours. C'est ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que Gênes, bien sûr, elle est au nord de la Corse, directement. Quand on part du Cap Corse, direction plein nord, en traversant la Méditerranée, à la frontière entre une partie de la Méditerranée et la mer Tyrrhénienne. Donc la mer Tyrrhénienne, je le rappelle, c'est la mer qui est entre la Corse et l'Italie continentale. Justement, quand on prend le Cap Corse en direction plein nord, on arrive directement à Gênes. Pise est plutôt direction nord-est, voilà. Et en fait, donc les deux cités vont commencer à être en concurrence, bien sûr, parce que ce sont des cités aussi commerçantes. Donc elles recherchent des points d'appui pour faire leur commerce, de leur production dans les îles et en Méditerranée. Et donc, comme je l'ai dit, le pape Innocent II, en 1133, érigea Gênes en archevêché. Je rappelle que l'archevêché, c'est donc supérieur à un évêque. Et Pise était déjà un archevêché depuis quelques dizaines d'années. Et il va partager les diocèses. Donc les diocèses que j'ai remis sur la diapositive
il va les couper en deux. En fait, il va faire moite-moite. Donc alors, il va donner à Pise, à Léria, Sagone et Ajaccio. Alors Ajaccio, le terme est moderne, c'est-à-dire contemporain, parce qu'à l'époque, Ajaccio n'existe pas vraiment. Oui. Du moins dans mes sources, c'est pas clair. C'est parce qu'en fait, là où se trouve la citadelle entre guillemets actuelle d'Ajaccio, en fait, à l'époque, on l'appelait Castello Lombardo, château des Lombards. Okay. Donc c'est très tardif que ça deviendra Ajaccio. Et donc en fait, Pise a plutôt l'ouest et le sud, on va dire, de l'île, entre Aléria, Sagone et Ajaccio, donc on le voit bien sur la carte. Et Gênes se récupère ceux du nord, donc elle va récupérer Nebbio, toute la région de Saint-Florent. Alors si vous voyez bien sur la carte, normalement, il y a la frontière entre les diocèses, qui est en ligne pleine, si je ne dis pas de bêtises. Comme ça, vous voyez bien à peu près ces aires de répartition. Et Marianne, donc tout ce qui est San Miguel que je vous ai montré et Santa Maria sont, à l'époque de 1133, sont sous contrôle génois. Et un dernier diocèse, alors ça c'est le chose un peu marrante, c'est qu'en fait, vu qu'il y avait 5 diocèses en Corse, le pape a dit, bof, on va prendre 2 pièves, on va les coller ensemble et on va créer un diocèse comme ça. Histoire comme ça, tout le monde est content, tout le monde donc en a 3 de... Le fameux diocèse d'Accia. Voilà, le Dacia, c'est ça. Parce qu'encore, voilà, quand tu as 2 C, en fait, ça fait Tche, en fait, c'est ça. Okay. Mais donc, mais vous voyez qu'il est minuscule, en fait. Donc, Atchoum, vous l'écrivez A2C-UM. donc voilà, c'est ça. Donc voilà la répartition de l'île, en fait. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les îles, il ne faut pas imaginer que quand je vous parle de contrôle de ces républiques marchandes sur la Corse, c'est pas un contrôle direct. Elles n'ont pas les moyens. C'est ce qu'on va appeler, à l'époque médiévale, un imperium, c'est-à-dire un pouvoir d'influence. On pourrait d'une certaine manière un peu faire ça comme une suzeraineté lâche, dans le sens où, tu me reconnais comme ton dirigeant, mais je te laisse tranquille, tu fais ce que tu veux en fait. Et le jour où je viens taper à ta porte, tu m'obéis, sinon je rase ton château et je rase ton village. C'est un peu ça en fait. Je te fais passer, et puis je te rappelle que vu que les diocèses m'obéissent, je te fais passer pour hérétique et je te crame. Ouais, c'est ça, ça peut être un peu ça, c'est ça. Sachant qu'en plus, je rappelle que bon, les évêques, les archevêques et tout, ont des pouvoirs séculiers, hein, donc ils ont des pouvoirs séculiers, et c'est le cas dans tout l'Occident médiéval, en fait, justement. On s'amuse quand même, hein, donc, on s'amuse. Donc il y a ça, donc c'est même si quand même la capacité d'intervention de ces républiques dans la Corse est limitée. En fait, elles ont peu de moyens, donc le moment où elles arrivent, on va dire, à regrouper une petite bande de quelques centaines de guerriers, ils viennent taper à la porte et disent bon voilà, maintenant tu m'obéis, sinon je rase ton village comme j'ai dit. Mais ils peuvent pas faire ça tous les ans, ils peuvent pas faire ça tous les mois. Donc en fait c'est à la fois un pouvoir qui est distant, mais qui quand il peut arriver peut t'imposer certaines choses. Donc ça c'est pour les républiques marchandes, mais en Corse il y a quand même des seigneurs qui commencent à gagner en importance. Donc ça correspond aussi aux dynasties que j'ai parlé tout à l'heure, des Biancola, Chinarchese, des grandes familles. Elles commencent à gagner en pouvoir et à même avoir une politique à l'échelle méditerranéenne, en fait. Et à donc créer des contacts avec des familles à Pise, des familles à Rome, des familles à Gênes, et pour certaines plus tard, même en Provence ou même en Catalogne, par exemple. Donc il a commencé à voir justement, et bien sûr elles jouent leurs intérêts entre eux, c'est qu'on a la politique intérieure et on a la politique extérieure, et généralement on se sert de la politique extérieure pour s'en servir dans la politique intérieure. Donc voilà. À savoir que à l'époque médiévale, tous les insulaires, que ce soit les Sardes, les Siciliens, les Corses, les Baléares, ils ont quand même le cliché de quand même... Bon, alors pas forcément pour les Baléares, même si j'ai lu qu'ils avaient aussi une mauvaise réputation, mais tous les Sardes, les Siciliens et les Corses, ils avaient quand même le cliché de l'italien fourbe et sans parole, qui est d'autant plus exagéré chez eux. D'où le côté que j'expliquais changeant. Les alliances, je les fais telles que ça m'importe, en fait. D'où ce grand cliché de vous n'êtes que des traîtres, en fait. Je garde tes questions, moi. Je mets tes questions sur le côté, moi. Oui, voilà. Après, n'hésitez pas. Hein. Comme j'ai dit, si j'y note les questions, et j'essaierai d'y répondre au mieux de mes capacités tout à l'heure. Et aussi, une dernière chose que j'ai notée, moi aussi, je me suis posé la question. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'Urbain II. Donc, on est en plein dans la période des croisades. Et alors, de ma lecture, en fait, il semble noter que les seigneurs insulaires, ils ont complètement loupé les croisades. Ils n'ont pas, il n'y a aucune trace de seigneur corse qui aurait pu participer de près ou de loin. Il n'y a peut-être pas les financements ni le time, quoi.
Oui, c'est ça. Après, alors peut-être qu'ils ont fait ouais, peut-être, hein, on va dire, mais en tout cas, c'était pas des barons, ils ont pas emmené leur suite, alors ils ont peut-être allé tout seuls dans leur coin, dans une Bah, armée, c'est peut-être peut-être, ça, on c'est saura peut-être ça le peut-être souci, jamais. parce que tu disais que justement, régulièrement, on changeait un peu les dirigeants, etc. Et qu'il n'y a pas de truc ancré dans le temps. Donc C'est forcément, ça. Donc il n'y a pas de... ouais. t'as pas vraiment de quoi constituer des finances, de quoi constituer une influence, et te dire que tu vas déjà Oui, c'est ça, c'est en fait... réussir à financer des efforts sur l'île au long terme. Mais alors là, quand on te C'est ça. dit va financer et appuyer des efforts long terme à l'autre bout de la Ouais, c'est Méditerranée, ça. ouais, je pense que les mecs qui te regardent, ils font il va bien te faire foutre. Ah, allô? Je parlais pas de Oui, toi, hein, Eric. désolé. Non, ça a coupé. Moi aussi, j'ai pas entendu la suite de ton discours, mais je crois avoir compris l'idée. Donc oui, après, en fait, et en plus, imaginez que, voilà, comme j'ai dit, le château d'en face, ça peut être ton adversaire, donc tu veux pas commencer à partir en expédition et rentrer et te rendre compte que ton château a été pris durant ton absence. C'est un peu ça le souci. Donc ça, la source que j'ai, dont je la note, c'est le médiéviste Michel Ballard, durant un colloque. Ilion justement a dit qu'il n'y a pas de traces. Alors peut-être qu'à mon œil, il y a eu des seigneurs qui en ont fait, mais bon, on n'a pas de traces. Et comme je l'ai dit, en plus, l'administration locale, on n'a aucune trace de ce qui s'est passé à l'époque. Ouais, après, Donc là, je tu peux pense que passer. c'était suffisamment prestigieux au final pour que ça ait pu être noté si ça avait été le cas, hein. Oui, c'est ça. À l'époque, il y en a sans doute un qui l'aurait noté dans un coin et tout. Mais comme je l'ai dit, en plus, après, le Ah. souci, c'est que potentiellement, mais on a perdu les sources locales des seigneurs. Et je crois qu'on est arrivé à la donc là, fin de cette première oui. diapositive. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, normalement, on peut conclure pour une première vidéo. On va Voilà. conclure ici. Je rappelle que la FAQ se passe toujours à la fin de la session de stream, donc on reviendra sur la partie FAQ après la deuxième diapositive, bien évidemment. Bah écoute, on te dit au revoir à YouTube ici. Twitch, vous restez. Au revoir, YouTube.